Alors récemment, pour ceux qui regardent la télé, ou ceux qui suivent les infos sur internet, vous avez vu, il y a Emmanuel Macron qui est allé au Maroc, rendre visite au roi du Maroc, et il a prononcé un discours, le lien et d'union entre le Maroc et la France. J'imagine que vous avez dû suivre ça sur l'actualité, alors ou bien à la télé, ou sur vos tablettes, vos smartphones. Et il a notamment parlé du fait que le Sahara occidental appartenait au Maroc. Et moi je me suis dit, en le voyant donc discuter de cela et parler de ce sujet, je me suis posé la question vraiment, mais de manière sérieuse, parce que certains vont dire que c'est polémique ou c'est tabou. Tu pensais que ce serait tabou, mais non, c'est pas tabou, c'est pas tabou. Mais je me suis posé vraiment la question à savoir si le Sahara occidental était marocain ou non. Allez, on va voir ça tout de suite. Alors, pour ceux qui ne situent pas le Sahara occidental, il est bien évidemment dans la partie sud du Maroc actuel. C'est un territoire de 266 000 km². Donc à titre de comparaison, si vous prenez la Nouvelle-Zélande par exemple, c'est, si je ne me trompe pas, 268 000 km². Donc un vaste territoire, situé en Afrique du Nord-Ouest. Il est bordé au nord donc par la province marocaine de Tarkafa, au nord-est par l'Algérie, à l'est et au sud par la Mauritanie, tandis que sa façade ouest est baignée par l'océan Atlantique. À titre informatif, il est considéré par l'ONU comme un territoire non autonome. Cette ancienne colonie espagnole n'a toujours pas de statut juridique définitif depuis le départ des autorités espagnoles en 1976. Le Maroc et la République arabe sahraoui démocrate, RASD, proclamé par le Front Polisario en 1976, revendiquent chacun ce territoire. Le Front Polisario, soutenu par l'Algérie, milite pour une indépendance totale du Sahara occidental, s'appuyant sur un soutien massif des Sahraouites, résidant dans la région comme mentionné dans un rapport de l'ONU. De son côté, le Maroc justifie ses revendications par les accords de Madrid et des liens historiques d'allégeance entre les tribus sahraouis et les sultans marocains, faisant valoir que le Sahara a appartenu aux dynasties almoravides et almohades dans la monarchie actuelle, et l'héritière Rabat considère ce conflit comme un héritage de la colonisation. Pour eux, c'est un problème entre les Espagnols et les Français. Enfin, on verra ça plus en profondeur, mais en gros, c'est là le sujet du litige. Depuis l'accord et cessez-le-feu de 1991, le Maroc contrôle à peu près 80% du territoire, tandis que le Front Polisario administre les 20% restants, situés au-delà du mur marocain, une longue ceinture de sécurité érigée par le Maroc et qui constitue aujourd'hui une frontière de facto. La mission des Nations Unies, dont je vous ai parlé pour l'organisation d'un référendum du Sahara occidental, assure une présence dans l'ensemble de la région pour maintenir la paix. Par ailleurs, le différend autour de ce territoire illustre la rivalité persistante entre le Maroc et l'Algérie. Enfin également, on va voir ça un petit peu plus en détail. Je vais me permettre de vous rappeler donc des bases historiques de ce territoire pour le comprendre plus en profondeur. Bien sûr si vous me permettez. Si vous me permettez pas, vous me le dites et on arrête tout de suite la vidéo. Bon, on y va quand même. Alors, au milieu du XIe siècle, il y avait un mouvement pour l'histoire du Maghreb et du Sahara occidental qui voyait le jour. Donc en 1048, sous l'impulsion d'un prédicateur malikite nommé Abdellah Ben Yassine et d'un chef local influent, les Berbères Sonadas de l'ouest du Sahara s'unissent pour fonder le mouvement des Almoravides. Ce dernier naît à la croisée des aspirations religieuses et politiques, avec pour seule ambition de réformer les pratiques religieuses locales selon les préceptes stricts du malikisme, une école de jurisprudence islamique rigoriste. Entre 1042 et 1052, les Almos, je vais les appeler comme ça, c'est pour les intimes, pour les Almoravides, parviennent à unifier les tribus sahariennes, imposant leur autorité sur une vaste région qui inclut donc le Sahara occidental, entre autres. Cette unification leur donne une base solide pour étendre leur domination vers le nord. Ils entreprennent alors une série de conquêtes spectaculaires, annexant le Maroc actuel, alors fragmenté en petits émirats, après l'effondrement de l'empire chérifien des Idrissides, dynastie fondatrice de la ville de Fès et du premier état islamique au Maghreb. Ensuite, en 1056, je passe un peu dans le temps, les Almots fondent Marrakech, qui devient leur capitale et le cœur de leur empire. Cette ville, construite stratégiquement sur les routes commerciales transsahariennes, devint rapidement un centre politique, militaire et religieux. Enfin,
un centre important. À partir de cette base, ils poursuivent leur expansion en direction de l'Europe, traversant le détroit de Gibraltar pour intervenir dans la péninsule ibérique, connue sous le nom d'Al-Andalus. Face aux divisions internes des royaumes musulmans andalous, menacés par la reconquista chrétienne, donc les Almots apparaissent comme des défenseurs de l'islam. Ils s'emparent d'importantes villes comme Séville, Grenade et Valence, consolidant leur présence sur une grande partie de la péninsule. Leur domination marque un renouveau culturel et architectural notable, avec des influences sahariennes et maghrébines. D'ailleurs, je me permets un aparté, mais on retrouve toujours ces influences dans le sud de l'Espagne. Je vous invite d'ailleurs à visiter, pour ceux qui peuvent le faire. Cependant, le règne des Almoravides est de courte durée. En 1147, ils sont renversés par les Almohades, une autre dynastie berbère issue des montagnes de l'Atlas. C'est pas Atlas d'histoire, c'est l'Atlas. Les Almohades, plus centralisateurs et animés par une vision réformatrice encore plus rigoureuse, prennent Marrakech et mettent fin au pouvoir almoravide. Avec cette chute, le Sahara occidental perd l'organisation politique et administrative qui avait été instaurée par les Allemands. Parallèlement, va y avoir la montée en puissance des forces européennes, donc au XVe et XVIe siècle, qui bouleversent la région. Les Portugais et les Espagnols, vous les connaissez, c'est eux qui sont partis à la conquête du monde au début. Attirés par les routes commerciales et les ressources côtières, établissent des comptoirs fortifiés le long de la côte atlantique. C'est pour cela également qu'il va y avoir les Canaries qui vont rester espagnols. Ces installations, bien que stratégiques, ne durent pas longtemps. Les populations locales soutenues par les dynasties marocaines repoussent les colons européens, préservant ainsi leur caractère indigène. Donc par la suite, les colons vont revenir. Donc en 1884, l'Espagne instaure un protectorat sur le territoire du Sahara occidental. Pour ceux qui ne comprennent pas, puisque des fois c'est assez mal expliqué dans certains cours d'histoire, mais la partie nord du Maroc était sous protectorat de la France, tandis que le Sahara occidental était détenu par l'Espagne. Donc une décision entérinée lors de la conférence de Berlin de 1884 et 85 accorde à l'Espagne ce territoire. Elle y établit des comptoirs commerciaux, une présence militaire et des frontières, mais les frontières restent quand même floues. Ce n'est qu'au début du XXe siècle, à travers des accords avec la France, notamment le traité de Paris de 1900 et la Convention de Madrid de 1912, que ces frontières commencent à se préciser. Malgré ça, les tribus sahraouis opposent une résistance farouche à la domination espagnole, souvent soutenue par le sultan marocain. Cet appui prend fin en 1912 lorsque le Maroc est lui-même placé sous un double protectorat franco-espagnol. En 1924, l'Espagne crée officiellement le Sahara espagnol, regroupant les régions de Rio de Oro et Seguia el Hamra. Ce territoire est administré séparément des zones marocaines sous protectorat espagnol, bien qu'il soit géré avec le Cap Juby. Plus tard, en 1946, l'Espagne réorganise l'ensemble des territoires en les intégrant dans l'Afrique occidentale espagnole, avant de les séparer en 1958 pour former le Sahara espagnol. Je vous montre un petit peu à travers ces images comment ça se passait. Après avoir obtenu son indépendance pour le parti nord en 1956, le Maroc engage des efforts pour libérer Ifni, Tarafa et le Sahara occidental, encore sous occupation espagnole. Donc là, il faut bien comprendre, il y a une sorte de schisme, c'est-à-dire que la partie nord, donc le Maroc, est indépendant, tandis que la partie sud reste toujours sous direction espagnole. Entre octobre 57 et avril 58, le royaume soutient l'armée de libération nationale du Maroc Sud, composée d'irréguliers marocains et de membres des tribus sahraouis. Cette lutte se concentre sur la récupération de ces territoires, mais se heurte à une coalition franco-espagnole lors de l'opération Écouvillon, qui force les forces marocaines à abandonner les villes qu'elles contrôlaient, telles qu'Etchea, Tafourat et Smara. À l'issue de ce conflit, le Maroc récupère toutefois des territoires comme le Cap Juby et une partie d'Ifni, à l'exception de la ville elle-même. Donc il y a tout un tas de désaccords, c'est un petit peu le bordel. En 1963, le Maroc inscrit le Sahara occidental sur la liste des territoires non autonomes des Nations Unies, lançant un appel à la décolonisation, en dépit des efforts de l'ONU, concrétisés par la résolution numéro 2072, le 17 décembre 1965, demandant la fin de la colonisation. L'Espagne maintient sa présence dans la région tout de même. Cette résistance espagnole est facilitée par l'absence de consensus parmi les grandes puissances, dont plusieurs pays influents, qui s'étaient abstenus lors des votes.
Les divisions régionales ajoutent à la complexité de la situation, l'Algérie et le Maroc en conflit ouvert lors de la guerre des Sables en 63, que les revendications conflictuelles du Maroc et de la Mauritanie sur le Sahara occidental empêchent la formation d'un front commun contre l'Espagne. Ces divergences sont exagérées par les ambitions expansionnistes d'un certain leader marocain comme Alal El-Fassi qui rêvait d'un grand Maroc, incluant la Mauritanie. L'Espagne parvient à prolonger sa domination sur le Sahara, en jouant sur ses rivalités régionales, tout en concédant certains territoires, comme l'Ifni en 69. C'est la célèbre phrase « diviser pour mieux régner ». D'accord ? Donc c'est conformément à la résolution 2072 de l'ONU. Ce n'est qu'après la mort de Franco en 1975 que l'Espagne commence à envisager un retrait du Sahara occidental. Entre-temps, le règlement des tensions entre le Maroc et l'Algérie, ainsi que la reconnaissance de la Mauritanie par le Maroc en 1969, permet d'unifier progressivement les efforts anticoloniaux. Parallèlement, plusieurs groupes sahraouis se lancent dans une résistance armée, soutenue par des factions issues de l'armée de libération nationale marocaine, héritière de la lutte contre l'occupation coloniale franco-espagnole. Cette période complexe illustre les interactions entre colonialisme, rivalité régionale et aspiration à l'autodétermination du Sahara occidental. Donc par la suite, le territoire est indépendant, du moins autonome. Mais ça reste un conflit territorial complexe que je vais traiter en profondeur ici. Donc la Cour internationale de la justice, donc la CIJ, sollicitée pour statuer sur le statut du Sahara occidental, a rendu en 1975 un avis qui lui est propre. La Cour reconnaît des liens historiques entre certaines tribus sahraouites et le Maroc, ainsi qu'avec l'ensemble mauritanien. Cependant, elle rejette la notion de terra nullius, affirmant que le Sahara occidental n'était pas un territoire sans maître au moment de la colonisation espagnole. Donc ils disent, apparemment, les éléments présentés n'établissent pas l'existence de liens de souveraineté territoriale entre le territoire du Sahara occidental d'une part et le Maroc ou la Mauritanie d'autre part. Donc cette position légale devient la pierre angulaire de revendications sahraouites pour un référendum d'autodétermination. Malgré ça, le Maroc organise la Marche verte, peu après, exerçant une pression politique et populaire pour revendiquer sa souveraineté sur le territoire. L'Espagne va accepter de signer les accords de Madrid le 14 novembre 1975. J'imagine que vous vous rappelez tous de cette date. Ces accords transfèrent l'administration du Sahara au Maroc et à la Mauritanie. Donc la partie nord doit être au Maroc et le sud à la Mauritanie, sans consulter les populations sahraouies ni l'Algérie. L'ONU considère ces accords comme illégitimes, affirmant qu'ils ne transfèrent pas de souveraineté mais seulement des responsabilités administratives. Donc les conséquences, ça va être le départ de l'Espagne en 1976, avec le retrait des troupes espagnoles, qui marque la fin de l'ère coloniale sur cet endroit, et la proclamation de la RASD en 1976, donc le Front Polisario, le mouvement indépendantiste soutenu par l'Algérie, déclare la naissance de la République arabe sahraoui démocratique. Ça va encore créer des affaires tout ça. Également, donc, il va y avoir la lutte armée du Polisario qui est marquée par des incursions éclairs visant les positions marocaines et mauritaniennes. L'Algérie joue un rôle central en fournissant un soutien logistique, militaire et diplomatique au Polisario, ce qui intensifie la rivalité entre Rabat et Alger. Ils sont pas trop potes sur le coup. Donc en 1980, pour sécuriser les zones sous son contrôle, le Maroc construit un mur de défense divisant le territoire. Ce mur protège environ 80% du Sahara occidental, laissant les 20% restants sous contrôle du Polisario. Ensuite, en 1979, après son coup d'État, la Mauritanie abandonne ses revendications que le Sahara occidental, cédant sa partie au Front Polisario. Le Maroc annexe immédiatement ces zones, renforçant sa présence militaire et administrative sur le territoire. Donc c'est récupéré par le Maroc. Sous l'égide de l'ONU, un cessez-le-feu est instauré en 1991. Le MINURSC, mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental, est chargé de surveiller le cessez-le-feu et d'organiser un référendum. Cependant, ce référendum est continuellement repoussé en raison de désaccords sur le corps électoral et le statut final du territoire. Depuis 1991, le territoire reste inscrit sur la liste des territoires non autonomes de l'ONU. L'organisation considère que le Maroc est une autorité administrative de facto sans reconnaître sa souveraineté. En parallèle, le Polisario revendique également le rôle. Donc c'est un peu compliqué. Le Sahara occidental regorge de ressources naturelles, des phosphates, également des possibilités de zones économiques exclusives de pêche, des potentiels pétroliers, donc tout le monde est intéressé par le territoire.
Le Maroc justifie leur exploitation par son rôle administratif, mais cette position est contestée par le Polisario et plusieurs décisions juridiques internationales, notamment la Cour de justice de l'UE. Bon, pourquoi pas, j'ai envie de dire. Pour Rabat, le Sahara occidental est une question d'intégrité territoriale et de stabilité politique. La monarchie marocaine bénéficie d'un soutien populaire massif sur ce dossier, et tout recul sur cette question serait politiquement désastreuse. L'Algérie, elle perçoit le Sahara occidental comme un levier stratégique pour affaiblir le Maroc et promouvoir son influence régionale. Ah oui, vous comprenez bien que si le Polisario gagne cette bataille, eh bien le Polisario ne sera pas allié du Maroc, mais sera l'allié de l'Algérie, qui pourra en quelque sorte placer des pions sur ce territoire. Donc c'est un soutien qui sera... Enfin, le but est qu'il soit rentable au bout d'un moment en fait. C'est pas un soutien juste pour le plaisir de détester les Marocains. C'est ce qui se dit. Le RASD est reconnu par une trentaine de pays, principalement en Afrique et en Amérique latine, contre 79 dans les années 90. La position des grandes puissances tend à privilégier le plan d'autonomie marocain en raison d'intérêts stratégiques et économiques. Il y a également une intervention militaire marocaine dans la zone tampon qui ravit des tensions avec le Polisario qui met fin au cessez-le-feu de 91, donc ça c'était en 2020. Et une reconnaissance américaine, on vous en avait parlé, sous Trump, les États-Unis reconnaissent la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental en échange de la normalisation des relations entre le Maroc et Israël. Et également, en 2024, il y a la position française dont je vous ai parlé en introduction, qui vous a fait rester jusqu'à ici, j'espère. Donc à ce moment de cette vidéo, faut bien le comprendre, pour ceux qui sont encore en train de regarder la vidéo, dites-le moi d'ailleurs, si vous regardez les vidéos jusqu'à la fin. Mais pour faire simple, il y a plusieurs camps. Donc il y a le camp marocain, il y a le camp du Polisario, et il y a des belligérants extérieurs qui soutiennent ces deux camps, un petit peu à la manière d'une sorte de guerre froide. Et tout cela est co-dirigé par l'ONU, qui donne un petit peu son droit de penser. Donc le conflit du Sahara occidental est une question très complexe, qui implique des revendications territoriales et des droits, ainsi que des enjeux géopolitiques. Donc là, je vais vous présenter un petit peu les revendications de chaque partie. Donc pour les Marocains, ils considèrent que le Sahara occidental est une partie intégrante dans son territoire, désignée comme des provinces du Sud, et ce, en mettant en avant des questions historiques. Le royaume revendique des liens historiques et légaux, notamment des allégeances des chefs sahraouis avant la colonisation espagnole pour justifier sa souveraineté. Rabat rejette l'avis consultif de la Cour internationale de justice de 1975, qui n'a pas confirmé la souveraineté marocaine. Le Maroc propose une autonomie sous sa souveraineté comme solution soutenue par certains alliés internationaux, comme les États-Unis ou la France. Le conflit est également perçu comme un enjeu de stabilité politique interne pour le royaume, étant un consensus national fort. Pour le Polisario, eux, ils réclament un référendum d'autodétermination pour le peuple sahraoui, un accord avec les résolutions de l'ONU ainsi que des droits internationaux. Ils rejettent l'idée d'une autonomie sous souveraineté marocaine. Selon le Polisario, Rabat manipule l'histoire pour des ambitions expansionnistes, même colonialisme, et exploite le nationalisme pour des objectifs politiques internes. Également, il y a l'Algérie qui soutient le Polisario. L'Algérie soutient le droit à l'autodétermination des Sahraouis et accueille la majorité des réfugiés sahraouis. Officiellement, Alger affirme ne pas être partie prenante dans le conflit, mais soutient le Front Polisario dans le cadre de son principe d'aide à la décolonisation. Comme je vous l'ai dit, pour eux, les Marocains sont des nouveaux colonisateurs. Pour l'ONU, le Sahara occidental est inscrit sur la liste des territoires non autonomes. Depuis 1988, l'ONU joue un rôle dans la médiation, notamment via le plan de référendum proposé en 1991, qui n'a pas encore été mis en œuvre en raison de désaccords persistants. La résolution du Conseil de sécurité appelle à une solution politique, juste et mutuellement acceptable, incluant le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Également, le conflit est marqué par des rivalités régionales entre le Maroc, l'Algérie, exacerbées par des enjeux stratégiques tels que l'accès à l'Atlantique et le contrôle des ressources naturelles. C'est ça qui intéresse les pays en fait, c'est ça qui permet aux pays de s'enrichir. Les acteurs internationaux ont des positions variées, influents par des considérations politiques, économiques et stratégiques. Le Maroc et le Polisario restent à des positions divergentes, rendant difficile une solution consensuelle. La tentative de référendum est bloquée par le désaccord sur les listes électorales et les critères de participation.
il y a aussi des risques liés à l'instabilité régionale, y compris le djihadisme, compliquant encore davantage la résolution du conflit. En gros, c'est très très compliqué. C'est la galère. Alors pour ceux qui ne savent pas, oui, il y a des gens qui manifestent pour la liberté du Sahara occidental. Donc les manifestants sahraouis appellent à l'indépendance et sont confrontés à une répression. Il y a également Amnesty International qui dénonce des procès iniques pour journalistes et manifestants. Également, selon le Sahara occidental, il y a la langue assaïna, caractéristique de l'identité sahraoui, qui est illégale. En 2019, après la victoire de l'équipe algérienne à la CAN, il y a eu des célébrations sahraouites qui ont été réprimées, causant la mort d'une jeune femme. En 2022, pendant la Coupe du Monde, des tensions émergent entre Marocains et Sahraouis. Certains célèbrent les succès marocains, d'autres manifestent de façon opposée, ce qui engendre des violences. Également en 2023, il y a l'émissaire de l'ONU Staffan de Mistura qui rencontre des obstacles à dialoguer avec des activités sahraouis, ces derniers étant arrêtés ou empêchés. La tenue du congrès du collectif des défenseurs sahraouis et des droits de l'homme est empêchée en octobre 2023 et les locaux d'autres associations sahraouis restent fermés. Les événements décrits illustrent une situation de tension chronique, où les revendications sahraouites, qu'elles soient d'ordre politique, culturel ou social, rencontrent des oppositions. Il y a des tentatives de médiation internationale comme celle de l'ONU, qui se heurtent à des obstacles. Donc tout est bloqué, et les actions de forces de sécurité marocaines témoignent d'un contrôle strict de la région et d'une volonté de dissuader toute contestation de la souveraineté revendiquée. En gros, c'est la grosse galère. Également, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un peuple qui vit dans le Sahara occidental, qui sont des autochtones de cette région, qui possèdent une culture, une langue et une histoire. Donc les Sahraouis parlent principalement l'azahina, comme je vous ai parlé, un dialecte arabe influencé par le berbère. Il y a également des nomades qui vivent de l'élevage et adaptés aux conditions du désert. Et leur culture est influencée par l'islam et les traditions sahariennes, avec des chants, des poèmes et des récits transmis oralement. Également, la majorité des Sahraouis vivent dans des zones administrées par les Maroc ou dans les territoires contrôlés par le Front Polisario. De nombreux Sahraouis vivent dans des camps de réfugiés à Tindouf en Algérie depuis les années 70, où ils reçoivent le soutien du Front Polisario et de l'Algérie. Les Sahraouis sont au centre du conflit au Sahara occidental. Il y a également le Front qui représente les aspirations des Sahraouis qui revendiquent l'indépendance sous la bannière de la République. Également, donc, les Sahraouis font face à plusieurs défis, donc les répressions dans le territoire, sous contrôle marocain, où le Sahraoui défendent l'indépendance, mais dénoncent des restrictions de leur liberté aussi. Ils sont également dans des camps de réfugiés, donc à Tindouf, où les conditions de vie sont précaires, avec une dépendance à l'aide internationale. On le voit, les Sahraouis sont un peuple avec une identité, enraciné dans les traditions du désert. Certains Sahraouis ont des liens qui sont plus proches avec ceux des Marocains, d'autres avec les Mauritaniens. En tout cas, leur avenir est lié avec le Maroc comme avec l'ONU. Bon, cette vidéo est terminée. Si vous avez un avis là-dessus, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Dites-moi si vous avez aimé, partagez, commentez ou s'il manque des trucs, tout simplement. Moi je vous laisse et je vous dis à bientôt. Ciao!